Sylvain! Hello! Alors, tu vas bien, la grosse? Oui, ça va. Là, t'es rendu à 7, 8? Ouais, il me reste un peu moins de 2 mois maintenant, 1 mois et quelques. Ah! C'est trop cool. Énorme ventre. Ouais, mais ça se passe bien. Je veux dire, le reste, t'as pas engraissé beaucoup, là. Attends, regarde, je te montre. Non, mais tu vas voir. Attends, veux-tu qu'on le fasse en même temps? Ok. Ah ouais, quand même. Hein. Je te bats, je pense. C'est pas mon vrai ventre pour ça que c'est pire. Tu sais qu'on a prévu d'accoucher à la maison? Ah, pour vrai? Ouais. Ah, c'est bien le fun, ça. Pascal, il va gonfler une piscine. Je te jure. Après avoir gonflé sa femme. On va voir s'il fait autant le malin pour sortir le bébé que pour le mettre dedans, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est facile de faire le malin en train de manger ses grillades. Ouais, franchement, l'accouchement, c'est hyper simple. Faut juste croire en toi, ma chérie. Tu vu la scène de Monty Python? Il y a une scène sur une famille catholique parce que, dans le fond, en Angleterre, au 19e siècle, les familles catholiques étaient hyper nombreuses alors que les familles protestantes avaient pratiquement pas d'enfants. Et je pense que ça allait avec les convictions religieuses, tout ça. Puis il y a une scène où la femme catholique, qui a 63 enfants déjà, dans la famille, est en train de faire la vaisselle. Puis on voit ses jambes, puis tout à coup, le bébé tombe par terre pendant qu'elle fait la vaisselle. Puis là, elle dit « Honey, you want to pick it up and bring it with the others? » On n'en est pas encore là, Sylvain, mais je suis content que tu saches détendre mon atmosphère. Merci pour ce doux moment de détente. Ok. Est-ce que tu entends les camions qui passent derrière moi ou pas? Pas du tout. Cool. Alors non. Ça va. Je pensais que c'était des écureuils. Si Sylvain il n'entend pas les camions, c'est que ça passe pas sur l'enregistrement. Voilà. Bon, alors, tu me dis quand t'es prêt? Hey, tout ce qu'il te faut? Quand tu veux. Oui. Ok. Salut les amis, je ne laisse pas Sylvain finir son café parce qu'on aime bien commencer quand t'es pas prêt, Sylvain. Ça fait partie de mon rituel. Oui, je sais. Et du mien de ne jamais être prêt. Parce que vraiment, Sylvain, tu nous régales depuis plus d'1 an. On a commencé en juillet 2020 et puis on a vécu tellement d'aventures avec toi que déjà avant qu'on commence ce 7e chapitre de la déprogrammation, j'aimerais te remercier vraiment de la part de dizaines de milliers de gens. Ouais. Et toi, tu te rends pas compte parce que tu es au Québec et puis c'est pas toi qui fais le secrétariat. Ouais. C'est plus Pascal qui fait le secrétariat. Faut dire qu'il a une patience. Oui, et il y a une telle communauté qui s'est construite autour de cette aventure de ta trilogie. Ouais. Que ça fait des frissons. Les amis, vous êtes waouh, c'est incroyable. Ouais. Il suffit d'aller voir les commentaires sous les vidéos sur le site emmacruzy.com. Tu sais qu'il y a une rubrique, Sylvain, Guerre et mensonges, une rubrique déprogrammation avec tous les podcasts et les capsules vidéo. Ouais, t'as vraiment bien organisé ça, en fait. Ouais. Bah, ouais, et puis le nombre de personnes qui m'ont dit waouh, on détestait l'histoire, c'était barbant. Ouais. On comprenait rien. Bon, moi, j'en faisais partie, en fait, où j'étais vraiment la cancre de l'histoire dans la classe. Et tu nous as permis de mettre de la logique dans tout ça et de se dire, ah bah maintenant, je comprends pourquoi, en fait, j'aimais pas l'histoire. Ça faisait pas de sens. Oui, ça faisait pas de sens. Puis c'est vrai, mais moi, j'ai toujours aimé l'histoire, mais je l'aime beaucoup plus depuis que je la comprends. Non, mais c'est vrai, là. Je veux dire, maintenant que tout le système, puis c'est fou, mais comprendre l'histoire, ça nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Tu sais, je veux dire, on est la suite logique de notre histoire en ce moment, là, et il y a des trucs qui se répètent toujours. C'est toujours la même chose. Donc, c'est ça. Et en plus, on découvre vraiment... Bon, alors déjà, tu as une façon d'écrire, pour ceux qui n'ont pas encore lu tes 2 premiers livres, c'est, comme je le dis tout le temps, tu écris comme tu nous parles. Donc déjà, on rigole beaucoup. Et aujourd'hui, les amis, je vous lirai une phrase de Sylvain du chapitre 7 dont on va parler aujourd'hui, qui est le chapitre sur la théorie des explications. Alors, ça fait un peu complexe comme titre, mais je vais vous faire le petit résumé après. Mais c'est vrai que tu mélanges en fait cette approche de l'histoire, de la façon dont on a été programmé, puis c'est lié tout ça. Oui. Et quand on a commencé il y a une année, tu me disais, bah en fait, si tu considères l'histoire
et l'information, parce que toi, tu as travaillé pendant longtemps pour des médias, allez voir le parcours de Sylvain, tout est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Eh bien, en fait, tout va ensemble parce que chaque information contribue à la fabrique de l'histoire. Absolument. Etc. Absolument. Alors aujourd'hui... Oui. En fait, c'est pour ça que j'avais mis comme sous-titre pour Guerre et mensonge, au fond, que les fake news d'aujourd'hui vont devenir l'histoire de demain. En gros, c'est ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Et dans le tagline de la déprogrammation que j'ai avec moi, regardez les amis, le pavé, vous connaissez le 500 pages. Les médias n'existent que pour recréer la réalité et désinformer. Au moins, c'est clair, Sylvain? Oui, soyons clairs dès le début. Il y a tes 2 enfants sur la couverture. Ouais. On leur fait un coucou d'ailleurs, puisque tu leur as dédicacé ce premier de la trilogie, en fait, qui est réédité maintenant, que tu as écrit en premier en 2015, c'est ça, 2015. 2015, puis ce qui est le fun, c'est que parce que dans le fond, en faisant les capsules, je relis des passages et tout là, pour me remettre dedans aussi. Puis ce que je suis content, c'est que j'avais en 2015 un peu plus de naïveté par rapport à aujourd'hui. Ça, je m'en rends compte. Il y a certaines analyses des fois où j'aurais pas allé plus loin. Parce qu'il y a des trucs que je comprenais pas encore. C'est normal, 5 ans plus tard, on comprend plus. Mais je ne renie rien de ce qui est dedans. C'est ça que je suis vraiment content. Je me suis pas trompé sur grand-chose par rapport à l'analyse qui est toujours aussi valable aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content et c'est vraiment une bonne dissection des médias. Oui, et puis surtout, ce qui est vraiment important de dire, c'est que tu n'as pas subi la pression d'une maison d'édition quelconque, parce que vu ce que tu balances dans la déprogrammation et comment tu le dis, parce que ça parle aussi de politique, à la fin, tu vas arriver avec des solutions et ça y va, tu mâches pas tes mots. Ouais. D'ailleurs, j'ai été appuyé par un des plus grands éditeurs au Québec, qui était quand même, on pourrait dire, un libre penseur, et qui a quand même décidé de publier ça, et qui même, lui, était sous le choc à la lecture parce qu'il s'est rendu compte d'un paquet de trucs qu'il connaissait pas. Oui. Alors, en tout cas, les amis, aujourd'hui, Sylvain, il va nous emmener faire un petit tour. On va faire un tour aussi vers chez toi, le Québec. Ouais. Voilà le menu. Les années 70 et 80. Watergate, crise d'octobre au Québec. Tu vas nous parler un petit peu, parce que c'est vrai que nous, ici, en tout cas, en Suisse, en France, on étudie l'histoire du Québec, ni ce qui s'est passé. Puis, à la limite, j'ai envie de dire tant mieux, ça fait tout ça de moins à désapprendre. Coup d'État au Chili, tu vas nous faire quelques mots sur Pinochet. Tu vas nous parler de cocaïne. En tout cas, tu nous parles de cocaïne tout le temps, en fait. Oui. Là, le pire, c'est que j'en ai pris une fois dans ma vie. J'ai essayé, je saignais du nez et j'ai pas aimé. Oui, alors, en tout cas, tu nous apprends quand même, tu nous dis clairement, la CIA est le plus important cartel de drogue au monde depuis les années 60. Voilà, ça, tu nous le dis dans le chapitre 7. Tu nous parles de la plutocratie, de Nixon, de Kissinger. Voilà. On va parler de ce genre d'ambiance, les amis. Pour les détails, il faudra aller regarder dans le livre. Mais tu vas nous expliquer finalement déjà pourquoi tu as voulu faire ce chapitre-là dans le livre qui s'appelle La déprogrammation. Parce que je rappelle que là, on n'est pas dans un livre d'histoire à proprement parler, mais de déprogrammation. On commence par où là? Parce que dans ce chapitre 7, toi, tu commences par nous parler de Nixon. Oui. En fait, pour la déprogrammation, pour moi, pour la compléter, la déprogrammation, il fallait pas juste parler des rouages de la désinformation médiatique, ni même des techniques, ni même de qui fait ça, pourquoi et tout, mais il fallait aussi qu'on revise ce qu'on nous a dit en partie pour essayer de comprendre là, la réalité des choses. Donc, c'est un livre qui touche un peu à l'histoire, d'une certaine façon, selon les époques, mais seulement en surface, les grands événements et tout ça. Donc, ce qui est intéressant, en fait, à commencer par ce chapitre-là, c'est que les années 70 et 80, il faut quand même rappeler qu'il y avait une très grosse différence dans les médias par rapport à aujourd'hui.
OK? Faut rappeler que les années 70 et 80, il y avait une multiplication des journaux, des chaînes télé, des maisons de production, des magazines. Donc, il y avait vraiment une multiplication de tout ce qui est approvisionnement médiatique. Et ce n'était pas encore contrôlé par des conglomérats. Ça, c'est arrivé à la fin des années 80, début 90. Donc, ça veut dire que pendant une période de 20 ans, il y avait une réelle liberté journalistique qui a commencé à s'installer. Et cette liberté-là de ceux qu'on pourrait appeler, dans le fond, les indépendants, là, ceux qui avaient envie de parler de réalité, ben ça a forcé ce qui étaient les mainstream, qui étaient les contrôlés, donc les 3 chaînes de télévision traditionnelles américaines, ABC, NBC, CBS, et même les gros journaux comme le Washington Post, le New York Times, ça les a forcés à parler de la réalité aussi, parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre isolés dans leur petite histoire préfabriquée, puisqu'il y avait leurs concurrents, leurs réels concurrents à l'époque, qui, eux, sortaient des trucs gros comme le monde. Ce qui fait que ces mainstream-là, comme ils ont en plus accès à d'informations sensibles et de garde rapprochée, disons, du pouvoir, ben à ce moment-là, ils ont été capables de sortir des histoires faramineuses dans les années 70 et 80. Ce qui va nous donner, en gros, là, les 2 plus grosses, ça reste sans doute le Watergate, bien qu'on n'en connaisse pas exactement la réelle teneur, mais il y a le Watergate qui a quand même éclaté par rapport à ça. Il y a eu toutes les exactions que les États-Unis, au fond, faisaient en Amérique centrale à cette époque-là. Puis, il y aura le scandale Iran-Contra qui a culminé, je dirais, toute cette période-là. Et c'est suite à l'Iran-Contra qu'on s'est rendu compte qu'il fallait contrôler les médias parce que ça partait dans tous les sens. Et c'est suite à ça, c'est immédiatement après ça que 6 conglomérats ont commencé à acheter tout ce qui est médias aux États-Unis. Donc, cette période-là, et c'est pas étranger à ça, le fait que tous les meilleurs films journalistiques sont sortis pendant, tu sais, les films là, de tous les hommes du président, bon, ces trucs-là, les 3 jours du Condor, et ces films-là, et même les films du Vietnam, là, particulièrement les années 80, qui sont sortis dans les années 80, fin 70, étaient très, très, très critiques de ce qui se passait aux États-Unis dans tous les sens. Et donc, on a une période foisonnante là, de films incroyables et excellents, et même de livres qui parlent de ce que faisait réellement la CIA, de ce que faisait réellement l'armée américaine à certains endroits, tout ça. Donc, c'est une période vraiment intéressante qui a commencé avec Richard Nixon et le Ton grand ami. Ah oui, écoute. Faut savoir, bon, écoute, c'est un personnage intéressant. Il travaillait avec la mafia, OK? Il a été en partie financé, ses campagnes électorales ont été en partie financées par la mafia. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, entre autres, bon, le Watergate, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en théorie, ce qu'on nous a dit, c'est que il y a des cambrioleurs qui ont été arrêtés dans l'immeuble du Watergate, c'est d'où le nom, et pour voler les listes des donateurs du Parti démocrate, ok, pour pouvoir attaquer McGovern qui se présentait contre Nixon, et on voulait genre monter un scandale là, théoriquement là, à partir de cette liste de donateurs là, mais la réalité est tout autre. OK, donc ce qu'on cherchait en réalité, il y a un chercheur, Lamar quelque chose, là, je me souviens plus de son nom complet, mais dans le fond, il a démontré que ce qu'on cherchait en réalité, c'était une copie, dans le fond, du dossier que Allende avait monté, Allende qui était le président du Chili, avait monté sur Nixon, sur la réalité du personnage de Nixon, du financement de Nixon, des amis de Nixon et de tout ça. Et donc, on a cherché à quelques endroits des copies de ce dossier-là.
dont à l'ambassade du Chili, parce que la même équipe de cambrioleurs avait fouillé aussi l'ambassade du Chili avant de se retrouver dans l'immeuble du Watergate. Donc, parce que semble-t-il que le Parti démocrate, ou en tout cas l'équipe du Parti démocrate avait une copie de ce dossier-là. Donc, on cherchait partout, parce que on parle pas de dossier qu'on photocopiait et qu'on envoyait dans tout, partout, là. C'était des informations ultrêmement sensibles, particulièrement sur le financement. Ce qui est très révélateur de ce qui s'est passé par rapport au Watergate aussi, c'est que dans le fond, parmi les types qui ont été arrêtés, ben on a Frank, là, ça a été arrêté, ils ont été en prison, là, donc on sait c'est qui. Il y avait Frank Sturgis, il y avait Orlando Bosch et il y avait Howard Hunt. Je ne sais pas si tu te souviens de ces noms-là, mais ils ont tous été associés à l'affaire JFK. OK? C'était tous des gens qui travaillaient. Oui, tu en parles. Oui, c'est ça. Et donc, dans le fond, c'est la même disons, pseudo-criminelle, mais qui travaillait autant pour la mafia que pour la CIA dans les années 60-70. Et ce sont les mêmes qui avaient servi pour la mauvaise idée de l'invasion de la baie des Cochons. Ils étaient tous là. Mais tu vois, toi, tu l'écris même dans ce chapitre, ouais. Nixon bénit le mariage entre la CIA et la mafia. Absolument, absolument. Oui, ben en fait, c'est que justement, je pense que Cuba, ce qui est arrivé au fond, c'est que Castro a pris le pouvoir, a chassé tout ce qu'il y avait d'Américains sur l'île, et ça incluait particulièrement les propriétaires des casinos qui étaient tous de la mafia, mais c'est de l'argent qui rapportait. Et ce qui est donc étrange, c'est que dans le fond, la CIA voulait aider la mafia à aller récupérer son magot là, sur l'île de Cuba. Et donc, on a tenté de renverser Castro à maintes et maintes reprises. Oui, mais tu nous listes des opérations loufoques. Ah oui, écoute. Mais c'est à mourir de rire. Oui, puis c'est des opérations réelles. Moi, ça a été corroboré. On se croirait dans un Peter Sellers quand même. Hein. Ça fait un peu Pink Panther à un moment donné. Hein. On a même essayé de lui envoyer un cigare explosif. Je veux dire, on parle de Tintin, là, on est dans Tintin, là, puis c'est le capitaine Haddock avec une pipe qui explose. Là. Ça n'a aucun sens, mais je pense que le plus drôle, ça reste celui où on avait mis une conque, c'est-à-dire un gros coquillage, bien en vue là où Castro aimait faire de la plongée. Il l'a trouvé, il l'a ramené, et le conque a explosé dans sa cuisine, mais il n'était pas là. Donc, le conque aurait réellement explosé et donc, c'est fou. Puis, il y avait Marita Lorenz, une de ses nombreuses maîtresses aussi, qui avait amené des petites pilules de poison dans sa crème de jour ou de nuit, je me souviens plus. Puis, en fait, les petites pilules se sont dissoutes dans sa crème. Et donc, mais elle-même aurait dit à Castro qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'on lui demandait de faire parce que Castro avait compris qu'on lui avait demandé de le trucider. Il y a aussi une histoire de combinaison de plongée. Je crois que c'était un fanatique. Tu nous expliques d'une combinaison de plongée avec des aiguilles à l'intérieur, des micro-aiguilles, j'imagine, parce que ça fait mal, j'imagine, rentrer là-dedans, mais empoisonnées. Et donc, et au pire... Ça fait penser au coup du parapluie. Tu sais que Pierre Richard, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur chez vous, ouais. Ça me fait penser un petit peu à ça. Oui. Écoute, moi, la scène de Pierre Richard que je vais toujours me rappeler, c'est quand il doit récupérer des clés qu'on a lancées dans un aquarium. Il lève une manche, puis il plonge son autre bras dans l'aquarium. C'est Pierre Richard pour moi, ça résume. Et donc, voilà. Mais c'est ça, donc... Tu sais, aujourd'hui, on entend parler de Cuba et on est encore en train de vouloir renverser le gouvernement de Cuba et on donne encore de multiples raisons pour le faire. Tu sais, je sais que la situation est réellement difficile à Cuba. L'embargo, en fait, quand Biden a pris le pouvoir, l'embargo a été resserré sur l'île de plus en plus, ce qui fait qu'ils ont des réels problèmes d'approvisionnement sur plusieurs choses. Mais si les Cubains souffrent, il faut savoir qui en est le réel responsable. Et c'est là où les gens, on dirait, n'ont pas envie de se poser la question, mais qui coupe les vivres en ce moment aux Cubains? Est-ce que c'est l'embargo
ou c'est le gouvernement? Parce que on parle d'un gouvernement qui s'est battu pour ses citoyens depuis 70 ans, 60 ans. Pourquoi? Et qui a éradiqué l'analphabétisme, qui a créé le meilleur système de santé et d'éducation au monde, gratuit les deux. Et maintenant, il voudrait tout à coup affamer la population. Il faut se poser la question, qui fait ça? Et, tu nous as appris d'ailleurs, Sylvain, à avoir ce genre de réflexe, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas du tout habituées à se déprogrammer et à sortir de ce fameux jeu de quand c'est tellement simple à comprendre, puis qu'on le met comme ça devant un écran de télévision ou sur un article, c'est que c'est quand même louche. Parce que tu parles beaucoup de Kissinger aussi dans cette chapitre-là. Et tu nous dis, lui et Nixon, tu écris les deux belettes conspiratrices. Oui, mais c'est ce qu'ils étaient. En fait, je dirais que Kissinger est probablement un meilleur conspirateur que Nixon, qui comprenait que dalle à ce qui se passait de manière générale. Je pense que Nixon, comme plusieurs politiciens, mais il a participé au truc de JFK, donc il n'est pas complètement innocent. Il y a plusieurs présidents américains comme ça, comme on va parler tantôt, George W. Bush, qui a été quand même directeur de la CIA aussi et qui sont donc pas très innocents de ce qui se passe. Nixon en était un quand même, qui comprenait passablement. Mais Kissinger, on parle d'un des meilleurs scénaristes de conspiration du 20e siècle. Et ça fait pas l'ombre d'un doute. Le fait qu'il ait été très présent dans les Bilderberg, dans la commission trilatérale, au CFR, c'est quelqu'un qui aujourd'hui offre ses services privés, je dirais probablement de scénaristes de conspiration, mais pour arriver à leur fin. Mais il n'a pas eu le prix Nobel de la paix, lui? Oui, en plus, après avoir renversé Allende au Chili, il a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fait assassiner le président. Donc, ben oui, c'est ça. Ben tu sais, c'est comme le Obama qui a reçu la même chose en 2008. Deux fois, non? Il a eu. Non, lui, il a eu une fois. Je pense qu'ils ont eu la décence de lui donner seulement une fois. Mais alors que l'armée américaine est en train de bâtir ISIS pour aller envahir Irak et la Syrie. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a donné au brave Obama le prix Nobel de la paix. Mais celui de Kissinger est probablement le plus terrible parce que Kissinger a été en grande partie responsable de la guerre du Vietnam, de ce qui s'est passé au Vietnam. Il a été au Timor oriental aussi, mais au Chili, c'est complètement lui probablement qui a tout écrit le scénario de comment on renverserait Allende. Alors, tu vois, Sylvain, j'aimerais maintenant que là, tu nous expliques bien pour les personnes qui se disent, mais en fait, à quoi ça sert d'avoir des gens comme Kissinger, que tu nous dis d'ailleurs qu'il vend des scénarios de conspiration à des prix d'amis, parce qu'il avait apparemment ce truc. C'est hyper drôle, les amis, vraiment. Ouais. Procurez-vous ce livre. Mais bientôt au Québec, il sera disponible. Là, ça arrive au mois d'août. Ici, vous pouvez déjà l'avoir, mais en Europe, etc. Mais franchement, c'est tellement drôle. La déprogrammation est hyper drôle. Mais en fait, pour les gens qui, justement, ne sont pas encore rentrés dans ton univers, à quoi ça sert? Parce que, par exemple, tu nous parles de cette constitution aux États-Unis qui donne cinq façons d'entrer en guerre, enfin, d'envahir un autre pays. Et en fait, explique-nous à quoi ça sert finalement d'avoir des gens comme Kissinger pour l'opinion publique. Oui, ben c'est ça en fait. Pour le rôle de Kissinger, c'est assez simple, c'est que au fond, au 20e siècle, là, pour moi, il y a eu 3 maîtres conspirateurs qui ont été d'à peu près toutes les conspirations à partir des années 50, ok, jusqu'à la fin. Les 3 maîtres, ça a été David Rockefeller, qui était l'héritier de John D., son grand-père, son père. Ben, les deux s'appelaient John, de toute façon. Donc, David Rockefeller, qui a été de tous les groupes, là, la même chose, les Bilderberg, le CFR, la Commission trilatérale. Pour lui, ça a été probablement le top conspirateur. Il y a eu Allen Dulles, qui était à la tête de la CIA à partir de 1952. Et c'est à partir de 1952 que la CIA a commencé à renverser des gouvernements un après l'autre, mais jamais par des interventions directes.
toujours par des moyens détournés, c'est ça la conspiration, là, c'est ça. Et Allen Dulles, qui avait été limogé par JFK, et le même Allen Dulles faisait partie de la commission Warren chargée d'enquêter sur la mort de JFK. Oui, pourquoi pas finalement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le début de sa carrière remonte à où il était avocat et il avait même participé à l'écriture du traité de Versailles là, dans ses jeunes jours, dans sa vingtaine. Là. Le traité de Versailles, qui finalement n'était rien d'autre qu'une préparation pour la Deuxième Guerre mondiale, là, suite à la Première Guerre mondiale. Donc, Allen Dulles a été à peu près de toutes les conspirations aussi. Et le troisième est Henry Kissinger, qui lui sévit toujours, bien qu'il bave sur la moquette. Il fatigue, partout. Ouais, ben là, il approche de 100 ans. Là, je veux dire, c'est un meuble, là, un meuble de pain là, qu'on garde à la commission trilatérale, sans doute. Mais qui, lui, a été aussi un conspirateur et de premier ordre. Donc, ces gens-là sont importants pour créer toutes les situations, pour créer... Et je dirais, au 21e siècle jusqu'à maintenant, leur fils spirituel serait probablement George Soros. George Soros, qui, lui, est d'à peu près de toutes les conspirations depuis 20 ans. Et lui a quand même perfectionné certaines choses, c'est-à-dire qu'il a créé des ONG, donc, en théorie, c'est très beau, c'est très noble. Les ONG, on est là, c'est des organisations non gouvernementales pour aider le peuple, tout ça. Mais la réalité, et la démocratie. Mais la réalité, c'est que c'est des instruments carrément qui sont faits pour manipuler l'argent, manipuler les gens, les peuples, dans toutes sortes de trucs. Et George Soros arrive à ses fins comme ça, en manipulant. Mais qui est George Soros, au fond? Oui, c'est un banquier, mais c'est principalement le porte-parole des banquiers. C'est le visage des banquiers, dans le fond. C'est celui que, tu sais, on voit très rarement Jacob Rothschild ou l'héritier de Rockefeller. Mais Soros, lui, c'est leur visage. C'est lui qui travaille pour eux. Donc, même si Kissinger est mourant, même si David Rockefeller et Dulles sont morts, ben, il y a quand même une suite. Par contre, le 21e siècle aussi, j'ai l'impression que on est en manque de ces cerveaux-là au niveau de la conspiration et j'ai l'impression qu'ils deviennent, parce que même Soros devient gâteux, là, il a 87, 88 ans. Oui, il est plus tout frais, hein? Non, il est plus tout frais, puis il a beau essayer de passer ça à Klaus Schwab du Forum économique de Davos, un de tes voisins d'ailleurs, mais Klaus Schwab, avec sa gueule de méchant de James Bond, il a de la misère à leurrer les gens. Nous allons détruire, vous n'aurez plus rien. Oui, c'est un peu gros. Donc, surtout que tout le monde. Oui, effectivement. Plus on parle d'une personne, plus il faut aller regarder un peu plus loin. Hein? Oui, c'est ça, Monsieur Bond. Ça fait détruire la planète. Mais donc, c'est que ce manque de cerveau créatif là, j'ai l'impression, est en train de les desservir parce que j'ai l'impression aujourd'hui, on fait des conspirations avec des œillères, on regarde seulement l'objectif et que il y a que ça qui compte et on se rend pas compte des dommages collatéraux de nos plans. Est-ce que tu crois aussi que c'est lié au temps? Parce que le temps s'accélère avec aussi Internet et beaucoup de personnes l'ont remarqué, que tout va beaucoup plus vite. Et donc, ils ont peut-être moins, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, moins le temps, parce que ça se plante sur des générations et des générations. Qu'est-ce que tu penses de ça? Absolument. En fait, même dans la programmation, j'en parle, c'est que dans le fond, même parce que c'est en 2015, on était dans une fenêtre pour découvrir rapidement la réalité parce que Internet était complètement libre de censure en 2015 encore. Et donc, pour eux, le fait qu'ils ne contrôlaient pas Internet à l'époque, c'était d'un danger extrême. Maintenant, la plupart des trucs, des références que je donne dans la déprogrammation existent toujours, mais n'ont plus la même adresse parce qu'ils ont été délités 3 fois. Et ça, c'est absolument terrible parce que maintenant, évidemment, comme les médias mainstream sont consultés et crus par de moins en moins de gens,
ben ils n'ont pas le choix de contrôler Internet aussi s'ils veulent contrôler le narratif et s'ils veulent continuer de brainwasher carrément avec leurs idées. Et donc, oui, ça s'accélère parce qu'il y a toujours de notre côté la volonté de garder Internet libre. Donc, on a toujours un accès libre à Internet, mais on n'a plus un accès libre à toutes les plateformes. Oui, et puis il y a cette fameuse fabrique de la réalité. Toi qui es beaucoup sur Facebook, quand tu n'es pas évidemment censuré ou suspendu, hein, Sylvain. Des fois, tu pars un mois comme ça. Oui, c'est ça, je disparais de temps en temps, mais je suis comme le phénix de Facebook. Tu vois bien. Je pense que tu vois bien que quand tu ouvres ton application, tu vois toujours les mêmes personnes, donc ça va pour les créateurs de contenu, comme toi d'ailleurs, parce que tu écris des articles, tu les partages, mais tu ne te fais pas ton opinion de la réalité en regardant un fil Facebook. Non, forcément. Puis de toute façon, maintenant, ils ont créé des algorithmes beaucoup plus serrés et ce qu'on pourrait appeler, disons, les lanceurs d'alerte ou les gens éveillés, on est maintenant dans des vases clos pratiquement. C'est-à-dire que moi, tous mes amis de télévision avec qui j'ai travaillé pendant des années, je vois plus leurs publications pratiquement et vice-versa. Sauf ceux avec qui j'ai gardé un contact plus proche, là, eux vont continuer de voir mes trucs. Mais la plupart des gens de mes amis de télévision ne voient pas passer mes posts parce que les algorithmes font que on place les gens dans des vases fermés pour éviter qu'il y ait des fuites entre les deux. C'est ça. C'est ça. Alors, du coup, tu nous parles dans ce chapitre 7 de ces 5 méthodes. Moi, j'aime bien ta façon d'architecture et tout ça parce que tu vois, quand on parle d'opinion publique, les amis, voyez bien qu'à un moment donné, prenons l'exemple peut-être, je ne sais pas, moi j'ai un exemple qui me vient en tête, la guerre contre l'Irak. Que Bush avait lancé tout. Personne ne voulait aux États-Unis, hein, on veut pas. Et puis comme ça, on a amené avec un magnifique discours l'histoire des armes de destruction massive et voilà en quoi ça rentrait dans ces méthodes pour envahir un autre pays, hein, parce que tu nous parles de cette constitution, on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Non, donc, c'est ça. C'est hyper important d'avoir l'opinion publique derrière à chaque fois. Oui, absolument. Mais en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre toujours et qui est la différence d'à peu près tous les autres pays, c'est que les Américains en tant que peuple et l'armée américaine en tant que militaire sont patriotiques par définition. Et ça, c'est une différence marquée qu'ils ont avec la plupart des autres pays. Ce patriotisme-là fait que les militaires américains, tout comme la population, doit croire en les missions qui vont se donner outre-mer. Parce que la Constitution américaine est beaucoup plus respectée que la Constitution de la plupart des autres pays aussi. Donc, il y a toujours moyen, si la Constitution ne fonctionne pas, il y a moyen de bloquer les plans des globalistes, disons, qui veulent se servir des États-Unis pour toutes leurs missions. Donc, l'opinion publique aux États-Unis a toujours été importante. Et c'est là où les conspirateurs, les maîtres conspirateurs sont importants parce que à chaque fois pour entrer en guerre, ou à peu près, on va créer ce qu'on appelle un false flag, c'est-à-dire une opération sous faux drapeau. C'est-à-dire qu'on va créer une fausse histoire qui va permettre de renverser l'opinion publique et qui va permettre au pays d'entrer en guerre d'une façon ou de l'autre. Donc, il y a plusieurs façons. Si on résume rapidement, là, quand on a complètement l'opinion publique de notre bord, comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas compliqué. Le Congrès vote oui et on s'en va en guerre. Et si le Congrès n'a pas envie d'aller en guerre et l'opinion publique est mitigée, ben là, on va peut-être faire une intervention avec l'ONU. Et donc, l'ONU peut faire des interventions, tout ça, et l'ONU va être majoritairement encore l'armée américaine de toute façon, et il va être lancé. Si l'ONU ne veut pas embarquer parce que soit la Russie, soit la Chine a bloqué au Conseil de sécurité l'attaque de l'ONU, parce que dans le cas de l'attaque de l'ONU, la Corée est un bon exemple. C'est l'ONU qui a attaqué la Corée. Donc, ça veut dire que la Russie et la Chine n'avaient pas bloqué au Conseil de sécurité avec leur vote, alors qu'ils auraient pu le faire, ce qui est quand même étrange parce que la Russie et la Chine se sont retrouvés de l'autre côté avec la Corée du Nord à cette époque-là. Donc, il faut voir quels intérêts il y avait à ne pas bloquer cette guerre-là.
Anyway, ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, il y a la troisième méthode qui est l'OTAN. L'OTAN, qui est l'Organisation des territoires de l'Atlantique Nord. Et donc, c'est l'organisation qu'on a fait, bon, ceux qui ne connaissent pas ça, l'organisation qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale pour contrer la montée du communisme qui était créé par les mêmes banques, de toute façon, des pays. Tu nous dis que c'est l'armée des banques. L'OTAN, c'est l'armée des banques. Et donc, on peut faire comme ce qui est arrivé dans le cas de l'Irak dont tu as parlé. C'est l'OTAN qui a attaqué. Mais en réalité, c'était pas les 27 pays membres de l'OTAN qui ont participé. Il y avait les États-Unis, il y avait l'Angleterre qui avait participé, et je pense l'Islande, ou des trucs comme ça. En tout cas, il y avait 2-3 pays mineurs là, qui ont participé, mais de façon très mineure. Là. Je pense que l'Islande a envoyé une Jeep, puis on dit, bon, ben c'est une attaque de l'OTAN, mais en réalité, c'était l'armée américaine qui est entrée là. T'sais. Puis après ça, ben il y a une autre technique qui va être là une guerre pour la sécurité nationale. Donc, on n'a pas besoin de l'approbation du public tant que ça, mais pour la sécurité nationale, il faut aller détruire l'Afghanistan. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Puis, il y a la cinquième façon d'entrer en guerre, mais qui va être la guerre secrète dont on n'entendra jamais parler des rouages, puis qui va être la CIA qui va essayer d'aller renverser le gouvernement à l'intérieur par toutes sortes de moyens. Donc, grosso modo, c'est toutes ces manières-là qu'on entre en guerre. Pour renverser l'opinion publique, ben on crée les opérations sous faux drapeau et toutes les entrées de guerre majeures des États-Unis ont commencé par une opération sous faux drapeau, par un événement qui a été soit créé, soit sollicité, mais qui avait rien d'innocent et qui était toujours l'œuvre d'un complot de plusieurs personnes et ou agences et ou gouvernements qui participaient à l'intérieur de ça. Donc, on parle de réel complot politique pour les entrées en guerre des États-Unis. La Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé avec Pearl Harbor, qu'on avait sollicité. La guerre du Vietnam avait commencé par une attaque dans la baie de Tonkin, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça. Et ça n'a pas changé. Mais évidemment, pour créer... La première attaque Desert Storm de l'Irak en 1992 avec George Bush qui était président à cette époque-là, ben on avait sorti une fausse infirmière qui s'appelait Nayira, comme ça, qui est venue pleurer devant le Congrès en disant que les soldats irakiens sont rentrés au Koweït pour enlever les incubateurs des bébés dans les pouponnières, alors que cette fille-là, c'était la fille de l'ambassadeur et elle n'avait pas mis les pieds au Koweït depuis des années. Donc, puis elle avait été formée en plus par une firme qui s'appelle Hill Knowlton, une firme de communication. Donc, elle avait été coachée là, pour faire son speech. Donc, c'était tout faux, là. Mais c'est ce qui avait permis de renverser l'opinion publique parce que tout le monde voyait ça aux nouvelles puis faisait « Ah, les méchants Irakiens, il faut attaquer le Koweït. Il faut aller les attaquer au Koweït. » Donc, et c'est comme ça que ça a commencé. C'est toujours... Mais il a fallu que quelqu'un écrive ce scénario-là. OK? Et ça, c'était probablement David Rockefeller, je lance un nom, là, mais à cette époque-là, il sévissait très fort. Et donc, puis il y avait des intérêts pétroliers en Irak. Donc, pour moi, c'est probablement David Rockefeller qui avait écrit ce scénario-là. Mais c'est ça. Moi, Sylvain, tu nous parles alors. C'est un chapitre qui est quand même, tu vas beaucoup dans les détails. Ouais. Tu nous parles de la crise d'octobre au Québec, tu nous parles du coup d'État au Chili, de Pinochet, de ce fameux contrat Iran. Oui. Ben écoute, si on veut pas trop dépasser dans le temps, la crise d'octobre, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens en Europe qui connaissent pas la crise d'octobre. Ce qui s'est passé, c'est que au fond, c'est que il y avait la montée à ce moment-là d'une ferveur indépendantiste pour le Québec à l'intérieur du Canada. Donc, ça avait commencé beaucoup dans les années 60. Tranquillement. Et il s'est formé un groupe qui s'appelait le FLQ, qui était le Front de libération du Québec. Et c'était un groupe qui était terroriste, en tout cas, soi-disant terroriste, qui faisait des actions illicites pour sensibiliser. Mais la réalité de ce que le FLQ faisait, c'était exactement la même chose que l'opération Gladio en Italie, entre autres. Donc, les brigades rouges, là, soi-disant les brigades rouges qui commettaient des attentats terroristes pour blâmer les communistes. OK? Et au fond, on sait aujourd'hui que c'était l'OTAN
des membres de l'OTAN et des services secrets italiens, dans ce cas-ci, qui commettaient ces actes-là. Et l'idée était, dans le fond, d'avoir des sous pour l'équipement militaire, de renforcer aussi les forces policières partout, parce qu'ils sont très contents quand ils ont plein de policiers, les gouvernements. Donc, on voit aujourd'hui pourquoi. Et aussi pour pouvoir blâmer les communistes et donc accepter d'avoir des missiles nucléaires sur notre territoire, parce que les communistes sont très dangereux. On le voit, ils commettent des attentats terroristes. Bien, ici au Québec, au fond, on a eu la même opération qui se faisait, mais c'était probablement beaucoup plus pour détruire le mouvement indépendantiste qui se faisait au Québec, parce que évidemment, quand les faux Palestiniens, quand ils ont enlevé des athlètes juifs à Munich en 72, là, et qu'il y a eu des morts et tout, bien évidemment, ils ont gagné la sympathie de personne. Tu sais, à ce moment-là, on se disait, ben Israël et le Mossad ne fait que défendre ses propres intérêts contre ces fous palestiniens qui attaquent aveuglément. Donc, c'est probablement la Mossad qui, avec les mêmes techniques, avait tout créé. Je ne sais pas, il n'y a personne qui m'a appelé pour me dire oui, c'est effectivement la Mossad, là. Mais ça a tous les symptômes du faux terrorisme d'État qu'on crée pour en arriver à certains objectifs. Et la crise, donc, d'octobre de 70 avait ces symptômes-là aussi. D'autant plus, le FLQ, c'était qui? C'était un paquet de jeunes, au fond, là, qui voulaient libérer le Québec et tout ça. La crise d'octobre, ce qui est arrivé, c'est qu'en octobre, on a enlevé 2 hommes politiques. Ici, il y a eu des enlèvements de Pierre Laporte, qui était le ministre du Travail, et il y avait James Richard Cross, qui était un diplomate britannique. OK, donc, il y a 2 cellules différentes du FLQ qui ont enlevé ces 2 personnes-là. Pierre Laporte a été retrouvé mort finalement dans un coffre de voiture qu'on a laissé dans un aéroport, et James Richard Cross a fini par être libéré. Donc, mais ça s'est passé en octobre, et il y a eu la fuite de ceux qu'on disait responsables de la mort de Pierre Laporte. Donc, il y a eu une chasse à l'homme qui s'est faite. En justifiant ces troubles-là, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, qui était le père de Justin Trudeau aujourd'hui, avait imposé les mesures de guerre. Donc, il y avait des soldats à la grandeur de la ville de Montréal particulièrement. On en a profité pour arrêter tout ce qu'il y avait de gauchistes, communistes et d'indépendantistes et leur faire très peur. Il y a eu près de 700 arrestations arbitraires qui se sont faites comme ça, juste par le fait qu'on disait qu'on aimait Fidel Castro ou des trucs comme ça. Et donc, on a fait taire beaucoup de monde avec cette chose-là. Là où on a vraiment des indices forts sur le fait que c'était probablement le même truc que Gladio, c'est qu'il y a quand même 2 personnes qui ont été arrêtées et qui, au moment de leur arrestation, on a appris finalement que c'était des agents de la GRC, la Gendarmerie royale canadienne, qui étaient infiltrés à l'intérieur de ça. Un de ces agents-là a fait 5 ans de prison pour avoir fait exploser une bombe qui a tué une personne. Puis l'autre était une femme, Carole Deveau, qui, semble-t-il, était une espèce de guerrière qui menait et qui incitait les jeunes à faire des hold-up et des trucs comme ça pour le financement du groupe. Donc, voilà. La réalité sur la crise d'octobre n'était probablement ceux qui étaient impliqués, les jeunes. C'est sûr qu'il y en a qui croyaient en cette cause-là, là. Mais probablement qui étaient innocents par rapport à ce qui se passait sur le reste de la planète avec le faux terrorisme d'État qu'on créait. Mais donc, plusieurs avaient sûrement des convictions, mais ne comprenaient pas les rouages réels de ce qui était en train de se passer et comment on les utilisait pour le FLQ. Tu peux nous toucher quelques mots justement sur cette grosse partie de ce chapitre de l'Iran, les contrats? Oui, ben en fait, je parlais du Watergate. Le Watergate a été une crise énorme qui a été dévoilée. Ben, Iran-Contra, ça a été très gros. C'était une grosse opération qui a révélé beaucoup de choses. Et comme je dis, c'est à partir de là qu'on a dit, OK, on peut pas laisser aller multiplier les médias comme ça n'a aucun sens. Il est en train de perdre la main, comme avec l'arrivée d'Internet.
Donc, ce qui s'est passé avec l'histoire de l'Iran-Contra, au fond, c'est que on vendait des armes à l'Iran alors qu'il y avait un embargo, donc c'était illégal. Quand je dis on vendait, c'est la CIA qui vendait des armes à l'Iran. Avec le cash, on achetait des trucs pour les contrats qui, eux, les payaient en cocaïne, grosso modo. Cocaïne qu'on ramenait sur le territoire américain, probablement pour vendre en gros à ceux qui étaient pour la distribuer au détail. Et tous ces rouages-là, donc la cocaïne qui partait d'Amérique du Sud, qui transitait par Panama, beaucoup, le général Noriega, entre autres, là, était très impliqué là-dedans. Mais donc, ce qu'on se rend compte, c'est que toute la cocaïne, au fond, était importée par des gens qui travaillaient pour la CIA, qui étaient en lien avec les Contras qui détruisaient le Nicaragua, le Salvador et des trucs et d'autres pays, mais principalement ces deux-là. Mais tout ça servait à financer, se financer. C'était un triangle, en fait, entre les trois. Et donc, il y a eu des enquêtes. Quand ça a été révélé, il y a eu des enquêtes. Les enquêtes officielles ont quand même révélé beaucoup les échanges qui se faisaient avec les ventes d'armes avec l'Iran et l'armement et l'envoi de contrats qui se faisaient au Nicaragua, mais a très peu parlé au niveau de l'enquête officielle de l'importation de cocaïne qui se faisait en même temps aussi et qui était très liée à ça. Par contre, ils n'ont pas eu le choix d'en parler parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont arrivés. Il y a Gary Webb, qui est un journaliste sur qui on a fait un film aussi. Qui s'est suicidé, hein? Oui, Don't Kill the Messenger. Ah, oui, c'est ça. Il s'est suicidé de 2 balles dans le dos, je pense. Puis, en 2004, je crois. Mais Gary Webb a fait des enquêtes sur, entre autres, comment l'aéroport de Mena, qui est en Arkansas, et qui est donc très au sud des États-Unis, sur le golfe du Mexique, au fond, et l'aéroport de Mena, qui était une autoroute de petits avions qui allaient et venaient d'Amérique du Sud chargés de cocaïne, dont le pilote Barry Seal aussi, son histoire a éclaté au grand jour. Donc, Barry Seal travaillait pour la CIA et lui, son rôle, c'était dans des petits avions d'aller chercher de la cocaïne à Panama. Et lui, quand il est mort, ben là, ça a révélé tout un paquet de trucs, tout ça. Ça fait que, tu sais, au fond, là, ce qu'on fait, ce que les services secrets font en Afghanistan depuis 2003 et où l'héroïne a été multipliée à chaque année, la production d'héroïne, et il n'y a jamais personne qui se fait attraper à distribuer cette héroïne-là qui rentre sans problème aux États-Unis. Ben, on se rend compte à quel point ils peuvent financer leurs opérations illicites avec de l'argent qui n'apparaît sous aucun registre. Alors, c'est ce que tu nous apprends, effectivement. Déjà ça, le financement avec toute cette drogue. Parce que je rappelle que dans le concept de la déprogrammation, se déprogrammer, c'est aussi comprendre qu'il y a une vraie hypocrisie. D'ailleurs, tu dénonces ça dans ton livre. Cette hypocrisie de chasse à la drogue, c'est pas bien, etc. Et en réalité, ce que tu nous dis, c'est que ce sont ces institutions-là qui... Oui, puis on se rend compte que justement, ça a commencé avec Nixon et la baie des cochons en 1960, où ils ont commencé à travailler main dans la main. Puis on regarde le Vietnam après ça, on le sait, ça a été connu qu'il y avait de l'importation d'héroïne du Vietnam qui se faisait par des cargos militaires. Puis après ça, ça a switché à la cocaïne dans les années 70, fin des années 70, la même chose. Puis si on regarde les épidémies de drogue qu'il y avait à Los Angeles, le crack, ces trucs-là, ben ça se faisait en même temps qu'il y avait la destruction des pays d'Amérique centrale. Et donc, tu sais, c'est pas innocent. Ce qui est quand même intéressant en ce moment, c'est que les États-Unis, en tout cas, il y a beaucoup de militaires américains qui sont en train de se retirer d'Afghanistan. Et avec tous les bouleversements, je dirais, de la dernière année et demie particulièrement, j'ai comme l'impression que en géopolitique, il y a des trucs qui sont en train de changer. Je pense que, premièrement, toute l'opération extrêmement coûteuse de détruire la Syrie est dans un cul-de-sac complet. Donc, ça ne donne absolument plus rien. L'Afghanistan comme tel, ça ne donne plus rien. On voit finalement que les opérations de grande envergure, ça marche de moins en moins et militairement,
Russie et Chine alliés sont plus puissants maintenant que les États-Unis et l'OTAN. Au moins du point de vue défensif. On ne peut pas entrer et envahir la Chine et la Russie. L'OTAN n'a pas ce qu'il faut maintenant. Parce que les bateaux sont devenus des canards flottants avec les missiles actuels. Donc, ça veut dire qu'on peut pas, on doit oublier ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros changement de paradigme qui se fait. Et c'est probablement pour ça que peut-être que les agences ont abandonné l'idée de se financer avec la drogue qui devient trop évident. Et on n'a peut-être pas besoin autant d'argent illicite qu'on en avait besoin parce qu'on doit faire un changement radical qui est différent si les banquiers ne veulent pas perdre la main sur le système financier mondial. Tu nous parles de l'armée russe dans le chapitre 16 de Guerre et mensonges, les amis, sur Vlad, ton chapitre sur Vlad le Grand, ça s'appelle. Hein, ça me revient maintenant. De Pierre le Grand, là. Oui. Tu nous parles de ces armes versus les feux de camp des autres pays. Quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis, effectivement, l'appareil militaire russe est maintenant invincible. En ce moment, en tout cas, est invincible. Et on dit, les spécialistes militaires disent que l'armée américaine aurait une 20aine d'années de retard. Par rapport au développement technologique des armes. Donc, ce n'est plus la quantité qui est importante, mais c'est la qualité et c'est la qualité qui fait que l'armée russe ne peut pas être vaincue en ce moment par personne sur la Terre, d'aucune façon. Sylvain, il y a une phrase que j'aimerais lire, parce que à chaque fois, maintenant, c'est devenu un rituel, tu vois. Et tu sais, beaucoup de personnes maintenant, actuellement, on est donc au mois de juillet, août 2021, beaucoup de personnes parlent de causes, de tribunal, etc., avec tout ce qui se passe. Ouais. Et en fait, toi, tu nous parles de Kissinger. Oui. Alors, c'est juste pour voir que finalement, c'est toujours un éternel recommencement, hein, parce que plusieurs pays ont envisagé de lancer des mandats d'arrêt contre Kissinger et le traduire devant un tribunal international pour crimes de guerre. Il est personnellement responsable de la mort de quelques millions de personnes, ce qui n'empêche jamais les psychopathes de dormir, mais au contraire leur assure un sommeil paisible et réparateur. Oui, parce que les gens qu'on choisit, les Macron de ce monde, les Trudeau de ce monde, ce sont des gens dénués d'empathie, donc sans doute des pervers narcissiques à la base au niveau de la personnalité. Donc, quand tu n'as pas d'empathie, ce que tu veux pour arriver à tes fins, t'empêchera jamais de dormir. Donc, si vous voulez vous lancer dans les scénarios de conspiration, eh bien, un des critères, une des qualités, tu sais, c'est comme les entretiens d'embauche. Oui, il ne faut pas avoir d'empathie, avoir un handicap. Voilà. Et calculer que la vie humaine ne vaut pas plus qu'une tasse de café froid. Voilà. Des cas. Micro-ondes. Oui. Celle-là vient de Tahiti. J'ai ramené mon voyage à Tahiti. C'est la bière locale. Quand tu voyageais encore? Ouais, on va recommencer là, bientôt. On va bientôt recommencer. En tout cas, on va s'arrêter là pour, si tu es d'accord, pour le chapitre 7. Ouais. On arrive bientôt à 1 heure de capsule. Et il y a encore une partie sur la Convention de Genève que j'aime beaucoup. Tu nous écris deux chapitres, les amis, vous irez voir, parce qu'on voit encore une fois, parce que je parlais des tribunaux, du droit, etc., que il y a des conventions, elles sont parfaites, les conventions. En fait, tout est écrit bien dans les textes. En théorie, tout fonctionne, Sylvain, en théorie. Oui, quand on les applique. Mais toi et moi, on est comme beaucoup de personnes dans la prochaine vie, on ira vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. En théorie, c'est temps, oui. Mais puis avant que tu en lises, je veux juste dire, il y a des trucs pour ceux qui sont fascinés par les années 70 et 80. J'ai aussi parlé des 2 commissions d'enquête importantes sur la CIA et sur la révision des assassinats. Et j'ai aussi parlé de la tentative d'assassinat sur Reagan, parce que ça aussi, c'est des trucs fascinants. Continue. Oui, alors effectivement, ce chapitre, il est énorme. Là, vous allez adorer, les amis. Et je voulais vous parler brièvement du chapitre 8, parce que là, on arrive après dans le vif du sujet avec Propagande 201. C'est comme ça que tu l'as nommé, le chapitre 8. TV, télévision et cinéma. Après les années 90. CFR. Je le dis comme toi maintenant. Oui, c'est bien, hein? Ça se dit mieux. Mais c'est un concept anglo-saxon, donc...
Et le rôle des ONG, tu nous en as déjà fait un petit clin d'œil aujourd'hui. Ouais, on va continuer un peu là-dessus. Effectivement, pour moi, c'est presque le chapitre clé du livre. Pour moi, parce qu'on voit comment on nous manipule à travers les Toi, médias. tu adores le cinéma, tu es aussi réalisateur, donc forcément... Oui, je suis un fan de toujours et je comprends bien le cinéma. Génial. Bon, bah écoutez, les amis, comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette capsule, surtout la partager avec tout votre entourage et puis ceux qui continuent de nous regarder en mangeant, j'espère que c'était bon. Il y a plein de gens qui nous regardent en mangeant. Ouais. Moi aussi, j'aime bien regarder des bons documentaires en mangeant, mais comme il y en a de moins en moins, ça devient compliqué, Sylvain. Oui, c'est ça. Moi, l'été, j'aime bien manger sur le bord des ruisseaux, des rivières et des lacs. En tout cas, merci beaucoup pour ta patience, à nous expliquer tout ça avec tant de passion. Ouais. Les amis, vous allez bientôt pouvoir au Québec et Amérique du Nord avoir le livre plus rapidement parce que là, pour le moment, on a un peu aidé Sylvain en s'occupant, mais c'est vrai qu'on a des frais de port qui sont colossaux depuis l'Europe, mais ceux qui ne pouvaient pas attendre sont quand même passés par là. Quoi qu'il en soit, vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo pour contacter Sylvain, qui croule aussi sous les emails, donc soyez sympa avec lui, il peut pas répondre tout de suite. Et les gens pensent des fois que tu as une équipe de 50 personnes derrière toi pour faire toute la secrétaire, comme on dit en Italien. Non, je m'occupe seul du site. Voilà, tu n'as pas 10 personnes, tu as juste 10 doigts. C'est moi qui imprime et qui colle les enveloppes sur les trucs aussi. Donc, ça fait partie de mes tâches quotidiennes. Donc, c'est pour ça, des fois, il y a des petits retards, mais une couple de semaines, mais bon, je suis pas Amazon, là. Non, et en plus, ça a encore une plus grosse valeur. Ouais. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui comprennent que acheter tes livres, c'est faire enfin un cadeau utile. Moi, j'ai reçu des emails tellement drôles. Ouais. Surtout quand on avait lancé Guerre et mensonge avant Noël, de gens qui ne savent jamais quoi offrir à Noël. Et je salue ce monsieur qui nous écrit régulièrement et qui m'a tellement fait rire en disant, pour une fois, cette année, je ne vais pas offrir à ma mère une bougie pour les toilettes inutile. J'ai enfin un cadeau génial. Oui. Offrir le livre de Guerre et mensonge. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ben, puis, mine de rien, ça me permet de rester réellement indépendant en ce moment. Donc, pour moi, c'est hyper important parce que même quand j'ai travaillé pour RT France, là, je voyais à quel point j'étais pas indépendant, puis j'avais une salle de rédaction avec qui gérer et tout. Là. Donc, en ce moment, je suis vraiment indépendant, puis c'est grâce à ça, grâce aux gens. Eh ben, c'est notre 24e épisode de tes livres, parce qu'on a fait en plus des éditions spéciales. Hein. Ouais. Donc, tu vois, quand on rigolait, on disait, voilà, bienvenue dans la 1200e capsule, on va peut-être y arriver un jour. Hein, oui, on avance tranquillement. Oui, ma petite Emma! ton deuxième enfant est rendu à 34 ans! Les amis, on vous adore. Restez comme vous êtes et surtout, continuez de parler de tout ce magnifique travail de Sylvain à votre entourage. Salut Sylvain, à très vite. Oui, on se voit bientôt. Ciao, Pascal.